Bonjour à toutes et à tous. Je suis Misha Prout-Panel et je serai la modératrice de cette séance plénière. Donc, le thème est l'état de la recherche et le traitement de la maladie de Willy Brandt. Rappel des objectifs de cette plénière. Prendre connaissance des progrès et des différentes perspectives de traitement et de prise en charge. Connaître le traitement existant. Exprimer ses besoins et analyser les possibilités de progrès. Renforcer ses connaissances. Les intervenants de cette plénière sont Charline Brunet, qui fera un constat de la commission Willy Brandt et témoignera en tant que patient et nous fera part de son expérience. Puis, Dr Annie Borel-Derlon, du CHU de Caen et président du conseil scientifique de la IFH, nous parlera de l'actualité, de la prise en charge clinique et thérapeutique, puis des perspectives par rapport aux recombinants. Et Peter Lenting, directeur de recherche à l'INSERM, nous présentera des recherches en cours. Enfin, j'animerai la séance de questions-réponses, puis nous conclurons cette plénière. Je donne la parole à Charline pour son intervention, le constat de la commission Willy Brandt. Merci Misha. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là parmi vous. Moi, je vais faire une petite présentation donc, sur la commission Willy Brandt et les témoignages associés. Je me présente quand même très rapidement. Moi, c'est Charline Brunet, donc responsable de la commission Willy Brandt depuis 2017, membre de la commission femmes et patiente Willy Brandt de type 2. Alors, je suis membre de l'AFH depuis 2016. Donc, la commission Willy Brandt, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une commission qui a été créée en 2007 et l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge médicale et la qualité de vie des patients avec une maladie de Willy Brandt. Donc, c'est un bel objectif. Donc, qui fait partie de cette commission? En fait, un petit groupe de personnes, donc patients, mais aussi proches des patients, donc motivés pour s'impliquer dans des actions qui vont être nationales jusqu'à internationales, mais ça, je vous en reparlerai. Et ce qui est bien aussi, c'est de s'impliquer au niveau régional ou de se tenir au courant de ce qui se passe au niveau régional. Donc, la mission première de cette commission, c'est de donner une place à la parole des patients Willy Brandt. Donc, pourquoi? Parce qu'on s'est quand même rapidement rendu compte qu'elle était peu prise en compte ou peu entendue. C'est une maladie qui est très rare, qui a peu de place aujourd'hui. Donc, la première mission de la commission, ça a été de créer ces espaces. Donc, moi, par exemple, au départ, c'est pour ça que j'avais contacté l'AFH. Pendant de nombreuses années, j'ai demandé aux médecins de rencontrer d'autres patients. Parce que comme je suis une mutation spontanée, il n'y avait que moi dans ma famille qui avait la maladie de Willy Brandt, qui a été diagnostiquée quand j'avais 16 ans. Et je me sentais un petit peu seule avec tout ça. Et j'avais demandé aux médecins. Et j'ai attendu 10 ans avant de tomber sur un médecin, merci Dr Borel-Derlon, qui m'a orientée vers l'AFH. J'avais déjà entendu parler de l'AFH, mais comme c'est Association française des hémophiles, je m'étais dit que ce n'était pas pour moi. Et elle m'a dit, mais si, pas du tout, il faut y aller, il y a aussi d'autres Willy Brandt. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu échanger avec d'autres personnes, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. J'ai découvert la commission et ses actions, et là, je me suis dit, bon, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose aussi pour les autres, parce que ça m'a tellement apporté, j'aimerais pouvoir en faire profiter d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, les espaces d'échange et d'information qui ont été créés par la commission, il y a donc déjà proposé par l'AFH des permanences, donc, où il y a des emails qui sont envoyés pour avoir des informations à l'AFH et l'AFH nous transmet à la commission quand il y a des questions spécifiques sur la maladie de Willy Brandt. Il y a une mailing list, donc en fait c'est une liste d'emails de diffusion et si il y a une information, une question, vous pouvez l'utiliser pour échanger avec d'autres personnes par email. Et il y a aussi une page Facebook donc, qui fonctionne très bien. On a de plus en plus de membres dans cette page Facebook. Donc, c'est un groupe fermé. Donc, il faut demander l'autorisation pour y accéder. Et elle s'appelle Willy Brandt Chat. Et les administrateurs sont des membres de la commission ou des bénévoles de l'AFH. Donc, on peut regarder un petit peu ce qui se passe, les questions qui sont posées. Et des fois, même proposer des solutions ou répondre à quelques petites questions.
Donc, dans cette mission de donner une place à la parole des patients, il y a aussi eu une recherche de partenariat avec les centres de traitement et les professionnels de santé, voilà, pour discuter avec eux des besoins, en fait, de ce qui remontait des patients. Et puis, typiquement, dans mon exemple, l'importance de prendre en compte les demandes d'échanges, de rencontres avec d'autres patients. Donc, un des gros travaux qui a été fait par la commission, ça a été une analyse de 500 emails, donc vous voyez, ça fait beaucoup, qui ont été envoyés à la commission Villebrandt. Donc là, c'était un format type forum en 2012 et 2013. Et donc, ils ont retiré et analysé les contenus de ces emails de manière complètement anonyme. Bien sûr, il n'y avait pas du tout de gens de cité. Et de cette analyse est ressorti 12 enjeux donc identifiés. Donc, les accidents hémorragiques, l'annonce du diagnostic, le manque de formation des professionnels de santé, les traitements, la prophylaxie, la chirurgie, l'éducation thérapeutique du patient, la vie avec la maladie de Villebrandt, donc ça va être le scolaire, tout ce qui porte au quotidien, la recherche, l'enjeu de sécurité des médicaments, alerter l'opinion publique et des enfants dans la vie. Donc, je pense ne pas trop m'avancer en disant que si vous êtes patient, vous êtes au moins concerné par un ou deux de ces enjeux. De mon côté, personnellement, je pourrais vous donner des exemples d'accidents hémorragiques, d'annonce du diagnostic, de manque de formation des professionnels de santé, sur les traitements, la chirurgie, l'éducation thérapeutique, la vie avec la maladie de Villebrandt et des enfants dans la vie. Et ça, c'est de manière personnelle et pas en tant que bénévole de l'AFH. Donc, je suis persuadée que ce sont des enjeux qui sont encore actuels pour vous. Donc, à l'époque, ça a quand même servi de base, de piste de travail pour la commission. C'est-à-dire que on a tout ça qui a émergé et on s'est dit, bon, il faut qu'on avance là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour faire avancer les choses? Donc là, je vais vous présenter quelques actions de la commission qui ont porté donc, sur différents enjeux, donc, comme le manque de formation des professionnels de santé, l'éducation thérapeutique du patient, la recherche et l'opinion publique. Donc, je vais commencer par les événements d'éducation thérapeutique. Alors, ils sont notés ETP pour faire plus court. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout d'abord, la base, c'est un travail collaboratif entre une équipe médicale spécialisée. Donc, vous avez infirmiers, infirmières et médecins et des patients en ressources. Donc, les patients en ressources, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est des patients qui suivent une formation pour accompagner d'autres patients dans la compréhension de tout ce qui est termes techniques et termes médicaux. Donc, c'est un peu quelqu'un qui fait l'interface entre le médical et la vie quotidienne. Donc, ce travail collaboratif, il permet de construire des ateliers qui favorisent les échanges et le partage autour d'expériences et de connaissances. Les différentes thématiques, donc il y en a beaucoup, j'en ai juste cité quelques-unes. Ça va être la gestion des saignements, les idées reçues sur la maladie, la communication autour de sa maladie. Donc, par exemple, comment on l'explique à notre entourage. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à expliquer à mon entourage ce que c'était, puisque personne d'autre ne l'avait dans ma famille. Donc, pour ne pas générer beaucoup d'anxiété aussi vis-à-vis de l'entourage. Par exemple, mais du coup, est-ce que tu risques d'en mourir? Qu'est-ce qui se passe si tu te cognes sur la tête? Ce type de questions. Vous avez aussi comment en parler aux médecins que vous rencontrez qui sont non spécialisés. Si vous allez chez le dentiste, par exemple, voilà, comment vous expliquer qu'est-ce qui va se passer quand il va toucher à vos dents. Et aussi aux urgences. Donc, c'est un sujet qui a beaucoup été traité, les urgences. C'est quand on arrive aux urgences, qu'est-ce qu'on fait? Comment on communique, voilà, comment il faut procéder. Donc, il y avait aussi beaucoup donc, la question des femmes, donc avec les règles hémorragiques, les désirs d'enfant. L'autonomie au quotidien, donc ça va être par exemple organiser un voyage et la gestion du stress, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais il y a quand même un impact psychologique fort de la maladie au quotidien, qu'on ait des saignements ou pas de saignements. Et donc, le stress fait partie de ce qu'il faut gérer aussi. Au niveau de l'ETP, pour l'instant, il y a eu donc plusieurs événements au niveau national et un événement au niveau régional, donc à Lyon, l'année dernière. Et donc, on essaye de plus en plus d'aller vers des actions régionales pour se rapprocher le plus possible des patients. Et ces événements, ils sont ouverts à tout type
de sévérité, c'est-à-dire que vous pouvez être type 1, type 2, type 3, ou même en fait de la famille. Moi, il y a eu un week-end où j'ai été accompagnée par ma maman, par exemple. Et c'est chouette parce qu'en fait, on se rend compte que quel que soit le type de sévérité, on a quand même beaucoup de choses en commun. Je voulais vous partager un petit témoignage. Donc ça, c'est une famille qui a participé donc, à un des événements d'éducation thérapeutique. Donc je le lis avec vous. Il y eut d'abord en octobre 2016 le premier week-end national d'éducation thérapeutique organisé par la FH à Paris, destiné aux personnes atteintes de la maladie de Villebrand et à leurs proches, auquel j'avais participé avec mon époux et notre fille, donc qui a 14 ans, Villebrand type 3, et qui nous avait permis de faire connaissance avec des patients Villebrand de tout âge et d'échanger sur les aspects préoccupants de nos vies avec la maladie. Donc famille, scolarité, sortie, sport, voyage, vous voyez, plein de thématiques. Nous étions tous d'accord qu'avec une bonne connaissance de la maladie et un suivi médical régulier, nous pouvions gérer au mieux la maladie au quotidien et faire face à des situations difficiles imprévues. Donc voilà, ça c'est un des aspects qui est rapporté à la sortie du week-end des événements ETP. Donc une autre grande mission donc, de la commission, c'est faire connaître la maladie de Villebrand. Donc il y a eu la construction de guides pour les professionnels de santé et les familles en collaboration avec des médecins spécialisés. Donc ici je vous en ai montré, donc il y en a deux, la prise en charge des enfants atteints d'une maladie de l'hémostase et la prise en charge gynécologique des femmes atteintes d'une maladie de l'hémostase. Donc ces documents sont facilement accessibles soit sur la plateforme, soit sur le site de l'AFH. Donc ces guides, bon, c'est du gros boulot et surtout ils ont besoin d'être réactualisés donc régulièrement, donc c'est un travail de fond, on va dire. Pour faire connaître la maladie de Villebrand, donc notamment aux médecins non spécialistes, je vous parlais des dentistes justement tout à l'heure, et bien en fait on travaille avec différentes commissions, donc là c'est vraiment un travail transversal au niveau de la FH, donc avec la commission femmes, comme la commission pathologie plaquettaire, pour être présent dans les congrès médicaux, donc des gynécologues, des pédiatres, des dentistes. On va amener les petits guides qui ont été fabriqués pour eux et leur présenter, leur donner des infos. Donc il y a des échanges très très intéressants avec des médecins qui nous disent ah là là mais je ne connaissais pas ou j'en avais entendu parler mais je ne savais pas trop. En plus ces guides sont faits pour que ce soit vraiment très pratico-pratique pour les médecins et souvent ils en sont très contents, on a des retours très positifs dessus. Et ça permet aussi des échanges qui n'auraient pas eu lieu ailleurs. Je me souviens d'un congrès de pédiatrie où il y avait des médecins francophones qui venaient d'Afrique et qui du coup ont demandé des brochures pour leur comité donc, local là-bas. Et du coup c'était chouette parce que la FH leur a envoyé les brochures après. Et il y a un autre aspect donc, du fait de faire connaître la maladie de Villebrand, c'est au niveau international. Donc là, il y a un groupe de travail qui est un groupe de patients Villebrand qui est géré par la Fédération mondiale de l'hémophilie pour faire connaître la maladie de Villebrand donc, au niveau mondial, donc pour soutenir les patients Villebrand dans le monde. Très récemment, il y a eu aussi la création d'un groupe européen donc de patients Villebrand. Vous voyez là, c'est une autre échelle, mais c'est tout aussi important. Donc, une autre action, c'est voilà, cette plénière s'intéresse pas mal à ce sujet, c'est de soutenir le développement des connaissances sur la maladie de Villebrand. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut faire, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que dans l'Association française des hémophiles, il n'y a pas que la maladie de Villebrand qui est concernée. Donc, il y a un travail à faire déjà pour dire, attention, on est là. Comme le disait Nicolas Giraud quand on parlait de cette présentation, mettre le sujet en haut de la pile. Donc, pour ça, on est un peu présent, ce qui permet après que la FH soutienne financièrement des programmes de recherche portant sur la maladie de Villebrand. Donc, ça permet de faire avancer un peu les recherches sur le sujet, donc qui sont fondamentales ou cliniques. Et on avait aussi lancé, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire à cause des conditions sanitaires, mais ce n'est pas annulé, uniquement reporté, des rencontres entre patients et chercheurs, donc autour des problématiques rencontrées dans la maladie de Villebrand. Donc, c'est-à-dire, voilà, rencontrer vraiment les gens qui font la recherche pour nous et leur dire, en fait, mon souci, il est là. Est-ce qu'il y aurait des solutions ou est-ce qu'il y aurait des pistes de recherche? Donc, ça, c'est ma dernière petite diapo. Donc, pour vous dire qu'en fait, voilà, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. Il y a beaucoup d'actions que je n'ai pas citées. Donc notamment la participation aux Journées mondiales de l'hémophilie, pour dire que les Villebrand font aussi partie de la communauté.
Et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a encore beaucoup de choses à défendre, donc pour continuer à défendre la parole, les droits des patients Villebrandt. Et pour ça, il faut des gens motivés. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter, vous, à organiser des petites actions au niveau régional en faveur de la maladie de Villebrandt, ou même de venir participer à des actions de la commission. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, pour conclure, je voulais vous dire qu'il y avait quand même eu une bonne amélioration de communication avec le centre de référence de la maladie de Villebrandt à Lille, depuis que ça a été restructuré. Et on s'appuie aussi beaucoup sur la filière mémo pour faire des travaux en commun avec les médecins. Et ça marche bien et c'est chouette, ça commence vraiment à être solide. Et du coup, on a participé à la rédaction, à donner notre avis sur la rédaction du plan national de diagnostic et de soins de la maladie de Villebrandt. Donc, vous voyez, on continue d'avancer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charline, pour cette intervention très intéressante. C'est vrai, de faire partie de la commission Villebrandt, ça apporte beaucoup de soutien et on rencontre les gens vraiment super. On a fait des très bons amis. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, on va écouter Dr. Annie Borel-Delon pour son intervention sur l'actualité de prise en charge et perspectives. Merci, Micha. Et merci, Charline, pour cet exposé bien intéressant sur la commission Villebrandt. Donc, je me suis permise de co-signer cette présentation avec Sophie Suzanne. C'est Sophie Suzanne qui normalement devait vous parler aujourd'hui, mais il se trouve qu'elle est d'astreinte, en grande difficulté, et donc du coup, elle m'avait demandé de faire la présentation si ça ne m'ennuyait pas. Bien sûr, ça ne m'ennuie pas. Ça me fait toujours plaisir d'intervenir pour vous, patients, et au nom de la maladie de Villebrandt, puisque nous faisons partie du centre de référence maladie de Villebrandt. Alors, j'ai essayé d'imaginer tout ce dont j'allais pouvoir vous parler pour vous parler d'actualité, d'avenir, et sans, bien sûr, trop empiéter sur l'exposé suivant qui sera fait par Peter Lenting sur la recherche. Donc, sur la diapositive suivante, juste un petit rappel sur ce qu'est la maladie de Villebrandt. Au moins, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas porteurs d'une maladie de Villebrandt, c'est une maladie hémorragique, comme l'hémophilie, qui est héréditaire, qui est due ou qui peut apparaître de novo, et qui est donc due à un déficit en facteur Villebrandt. Et ce qui est complètement caractéristique de cette pathologie, c'est qu'en fait, le facteur Villebrandt transporte dans la circulation le facteur 8, ce qui fait que s'il y a un déficit en facteur Villebrandt, il y aura par voie de conséquence un déficit en facteur 8, car le facteur 8 dans la circulation est présent, mais ne peut pas être actif. Donc, le déficit en facteur Villebrandt, il peut avoir il y a plusieurs types de déficits. Ça peut être un déficit de synthèse, c'est-à-dire que le facteur Villebrandt est insuffisamment fabriqué. Ça peut être un déficit fonctionnel, c'est-à-dire que le facteur Villebrandt est fabriqué, mais sa fonction est anormale. Et ça peut être associé, très souvent, dans ce cas-là, à une anomalie structurale du facteur Villebrandt. Diapositive suivante. Quels sont les signes hémorragiques? En fait, ils sont multiples et ce sur quoi je vais insister au cours de cet exposé, c'est sur le côté hétérogène de la maladie de Villebrandt et sur la multiplicité des signes hémorragiques possibles. Il y a quand même un point commun dans la majorité des formes de maladie de Villebrandt entre ces syndromes hémorragiques, c'est que c'est essentiellement des hémorragies muqueuses. Qu'est-ce que c'est que des hémorragies muqueuses? C'est par exemple les épistaxis, les saignements de nez, parce que le nez, c'est de la muqueuse qui saigne quand on a un saignement de nez. Les saignements digestifs, parce qu'il y a de la muqueuse sur l'intestin. Donc, c'est vraiment essentiellement des hémorragies muqueuses, hormis évidemment quelques hémarthroses, en particulier chez les patients qui ont une maladie de Villebrandt de type 3 et donc sévère. Et en fait, quand on vous voit en consultation, vous, patients atteints de maladie de Villebrandt, vous remarquerez que très souvent, on vous parle de score hémorragique. En fait, ce qui est très difficile dans la maladie de Villebrandt, c'est d'arriver à évaluer le score hémorragique. Et dans ce score hémorragique, on tiendra compte à la fois de vos antécédents personnels, mais aussi des antécédents familiaux, de l'histoire familiale. Alors, les scores hémorragiques dont vous entendez parler, il y a donc le score de Toseto, qui a été le premier qu'on utilisait principalement, puis le score de la Société internationale d'hémostase et thrombose, et il y en a un autre qui a un
nom un peu particulier qui est le score de IGAM pour essayer d'évaluer l'intensité des ménorrhagies chez les femmes. Donc une maladie hémorragique assez multiple et dont on dit souvent que ce sont finalement les femmes qui sont les plus symptomatiques. Pourquoi? Eh bien parce que les femmes ont beaucoup de saignements muqueux pendant leur vie génitale et en période de fertilité. Alors, est-ce qu'on peut parler de fréquence dans la maladie de Willebrand? Bon, à l'heure actuelle, on est tous en Europe et dans le monde à peu près d'accord sur cette problématique. En fait, la prévalence des anomalies du facteur Willebrand dans une population dite générale non sélectionnée, c'est à peu près 1%. Mais sur ces 1%, la prévalence des sujets symptomatiques qui ont des signes hémorragiques, c'est 1 pour 10 000. Quant à la forme sévère de type 3, c'est 1 pour 1 million. Donc, vous voyez que les formes sévères de type 3 sont vraiment très rares, simplement souvent plus fréquentes dans certains pays où il y a des problèmes de consanguinité. Diapositive suivante. Qu'est-ce qu'il y a comme type de maladie de Willebrand? Donc ça, c'est important parce qu'on va parler du diagnostic. En fait, ce qui caractérise cette maladie, comme je vous le disais, c'est qu'elle est très hétérogène. Alors, sur le plan international, on parle de maladie de Willebrand type 1. Le type 1, ce sont les défauts de synthèse du facteur Willebrand. La maladie de Willebrand de type 2 sont toutes les problématiques de synthèse d'un facteur Willebrand qui est non fonctionnel ou insuffisamment fonctionnel et qui a des anomalies de structure. Et puis, le type 3, qui est le déficit quantitatif complet, qui est très sévère. Et du fait qu'il y a un déficit sévère en facteur Willebrand, il y a évidemment aussi associé un déficit sévère en facteur 8. Sur la diapositive suivante, c'est une diapositive, c'est juste, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous la détailler, c'était juste à l'aide de ces couleurs, cette diapositive que je trouve assez jolie et parlante, c'est pour vous dire la multiplicité des types de maladies de Willebrand et surtout que vous voyez sur la partie droite de la diapositive que selon les études, eh bien on a des prévalences de sous-types de maladies de Willebrand qui sont excessivement variables selon les études qui ont été publiées. Donc cette hétérogénéité, elle est liée en fait à la complexité du diagnostic. Donc sur la diapositive suivante, c'est pour vous illustrer en fait, les difficultés qu'on peut avoir pour caractériser la maladie de Willebrand. Et en fait, dans les actualités dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup progressé depuis de nombreuses années pour caractériser le facteur Willebrand circulant. Et je vais reprendre avec vous ce diagnostic biologique parce que ce sont des termes dont vous entendez parler et finalement, vous ne comprenez pas forcément parce que c'est du terme très technique. Moi, j'aime bien dire que dans le diagnostic de maladie de Willebrand, il y a d'abord les tests d'orientation. Les tests d'orientation sont des tests classiques qui sont réalisés quotidiennement au laboratoire. Un test qu'on appelle le PFA qui explore l'hémostase primaire, le facteur Willebrand, ayant un rôle important dans l'hémostase primaire qui est la première étape de la coagulation et de la réaction plaquettaire. Ce test est allongé. Et il peut être associé à un allongement du TCA. Le TCA, pourquoi? Parce qu'en fait, le facteur 8 intervient dans le TCA. Et donc, on peut parler après le diagnostic d'orientation. Quand on a de tels résultats pour le PFA et le TCA, on fait ce qu'on appelle le diagnostic positif. Donc, ce qui va nous orienter encore plus vers le diagnostic, c'est bien sûr le dosage du facteur 8, le dosage du facteur Willebrand par méthode d'activité. Alors là, on parle d'activité cofacteur de la ristocétine. Donc ça aussi, c'est un terme que vous entendez, c'est très compliqué, cofacteur de la ristocétine. Et il y a un terme peut-être un peu plus simple qui s'appelle le CBA, c'est le Collagen Binding Assay, c'est la liaison au collagène, parce que le facteur Willebrand a pour fonction essentielle et importante de se lier au collagène. Et puis, il y a le dosage du facteur Willebrand antigène, c'est la méthode immunologique, c'est pour essayer de voir si l'ensemble de la protéine est présente ou si elle est plutôt un peu diminuée. Diapositive suivante. Et puis, sur cette diapositive en rouge, au cours des dernières années, parce que ça évolue et on standardise un peu plus tous les ans, une multiplicité de tests. Et en particulier, un des derniers tests qui a été mis en place, mais qui concerne essentiellement de la recherche pour la caractérisation, eh bien, c'est le dosage du propeptide du facteur Willebrand. Et enfin, une fois qu'on a fait tous ces tests biologiques, on arrive au diagnostic génétique par l'étude en biologie moléculaire pour essayer d'identifier là où les mutations responsables de ce variant de maladie de Willebrand. Donc vous voyez cette multiplicité de tests qui se sont mis en place
au cours des 10-15 dernières années. D'autres existaient avant, mais pour la totalité, eh bien, ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Diapositive suivante. Alors, autre élément important d'actualisation, Charline l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est le protocole national de soins. En fait, il est pour toutes les maladies, il y a un protocole national de soins qui est déposé sur le site de la HAS. Et donc, nous venons de l'actualiser. Nous l'avions déjà actualisé il y a environ 5 ans. Et là, on a repris cette actualisation du fait de l'évolution des traitements et de l'arrivée de nouveaux traitements. C'est un travail énorme, je peux vous le dire, et qui a été coordonné par le docteur Camille Paris à Lille et Sophie Suzanne. Et donc, ça a mobilisé énormément de spécialistes, car ça a été écrit par des spécialistes de la maladie Villeprand. Ensuite, on l'a fait corriger et relire par d'autres spécialités, comme les anesthésistes réanimateurs, les gynécologues, etc., qui, eux, viennent dire ce qu'ils pensent de la prise en charge qu'on conseille. Sur ce PNDS, vous avez à la fois les démarches diagnostiques, les sites où on peut faire un diagnostic complet. Donc, il y a tous les centres de traitement et les centres de référence. Il y a tous les traitements possibles et les traitements en fonction de chaque accident hémorragique. C'est un document excessivement complet et qui est abordable par tous les soignants et en particulier par les médecins, même les médecins, bien sûr, les médecins traitants, les médecins généralistes. Alors, les stratégies thérapeutiques dans la maladie de Villebrand, elles évoluent au jour le jour, bien sûr, enfin progressivement. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr commencer par corriger le déficit en facteur Villebrand, ce qui va secondairement mobiliser le facteur 8 endogène et ce qui va normaliser le taux de facteur 8 quand il est déficitaire. Donc, les stratégies thérapeutiques, c'est avant tout, bien sûr, le traitement par des concentrés de facteur Villebrand ou de facteur Villebrand associé à du facteur 8, mais on verra un peu plus loin également que dans la maladie de Villebrand type 1, il y a un produit qu'on appelle le Minirin, mais je vous en dirai plus tout à l'heure parce que les choses changent dans ce domaine actuellement. Donc, quels sont les concentrés de facteur Villebrand qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle en France? Donc, soit ils sont purs en facteur Villebrand, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de facteur 8, soit ils contiennent du facteur 8 associé au facteur Villebrand, mais dans des quantités différentes. Diapositive suivante. Alors, j'espère que vous arrivez à bien voir cette diapositive parce qu'elle est un petit peu complexe et je n'ai pas pu trop l'agrandir, enfin la faire trop lisible, enfin en plus grands exemplaires de lettres, si je peux dire. Et donc, la police est un peu petite. Donc, il y a le facteur Villebrand qui s'appelle le Villefactin, que vous avez à votre disposition depuis de nombreuses années. J'ai voulu vous mettre sur cette diapositive, bien sûr, les différentes étapes. C'est un produit plasmatique et les différentes étapes de réduction du risque viral. Il y a dans le facteur Villebrand, Villefactin, des traces, mais vraiment des traces de facteur 8. Un autre produit mixte qui est le Vochento, qui est du facteur Villebrand d'origine plasmatique aussi, associé à du facteur 8, à partie à peu près comparable et qui est commercialisé par CSL Behring. Un autre facteur 8 qui est maintenant à disposition en France, qui est l'Equilette, et l'Equilette qui est d'origine plasmatique également, qui est commercialisé par Octapharma. Et alors, Equilette, il y a exactement la même quantité de facteur Villebrand que de facteur 8. C'est-à-dire que quand on fait le rapport des deux protéines, il est égal à 1, alors que vous voyez que ce Vochento était à 0,4. Enfin, un nouveau facteur Villebrand, et c'est là où je voulais en venir, qui est une avancée considérable, c'est que maintenant, vous avez à disposition un facteur Villebrand d'origine recombinante, qui est le Vivendi, et qui pour le moment, qui est commercialisé par Takeda, et qui pour le moment n'a pas toutes les indications. En termes d'avancée thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire en termes d'actualisation de perspective et d'avenir? Pour ce qui est du facteur Villebrand recombinant, il a donc actuellement l'AMM pour tout ce qui est des accidents hémorragiques et la prévention du risque hémorragique en chirurgie ou lors de gestes invasifs chez l'adulte. Il faut que les patients aient plus de 18 ans. Il aura je l'espère bientôt, son indication dans la prophylaxie. L'étude internationale de prophylaxie est terminée et elle sera bientôt publiée en demande d'AMM.
Et l'étude pédiatrique, c'est-à-dire pour les enfants, est en cours et là, n'est pas terminée. Une curiosité dans les perspectives d'avenir, mais que je voulais quand même vous citer, puisqu'il y a eu une communication là-dessus à l'EHC. Vous avez peut-être entendu parler, pour vous, patients atteints de maladie Willebrand, d'une nouvelle molécule qui s'appelle Hemlibra et qui est prescrite actuellement et qui transforme les patients hémophiles A. Et en fait, l'Hemlibra a pu être prescrit chez un certain nombre de patients en Europe et aux États-Unis, chez des patients qui sont porteurs d'une maladie de Willebrand de type 3, et donc sévères, et qui ont développé un anticorps anti-facteur Willebrand. Donc vous voyez, ça, on est dans des perspectives d'avenir. Et puis, ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est l'Octostime, car beaucoup sans doute d'entre vous avaient à disposition à domicile de l'Octime Spray, qui est une forme en spray du Minirin, qui est un équivalent du Minirin IV, si je peux dire, mais en spray intranasal. Et vous devez pour ce produit contacter vos centres de traitement et vous rapprocher des médecins des CRC, car il y a eu récemment, nous l'avons su à peu près à la mi-juillet par la NSM, un problème de fabrication des flacons d'Octime Spray, ce qui fait qu'ils ont dû retirer l'Octime Spray du marché et on n'en aura pas avant au moins 1 an, voire 1 an et demi. Et donc, il faut remplacer l'Octime Spray par l'Octostime. Juste ces 2 diapositives rapidement pour vous dire que c'est un changement considérable puisque l'Octostime se fait par voie sous-cutanée. Donc, tout patient qui a avec l'Octime Spray à domicile doit se rapprocher de son centre de traitement. L'Octostime pourra se faire à domicile en sous-cutané, mais c'est toute une nouvelle voie d'administration, reconstitution, sont un nouveau conditionnement. Donc, vous ne pourrez l'avoir à domicile que lorsque vous aurez eu votre première injection dans votre centre de traitement, et il aura exactement les mêmes indications que l'Octime Spray. Donc, et les mêmes précautions d'emploi, à savoir la restriction hydrique après une injection sous-cutanée. Diapositive suivante. Sur le guide patient qui reprend tous ces éléments, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura un guide d'utilisation et nous sommes en train de le réaliser. Nous avons déjà fait plusieurs corrections. Un groupe de travail entre la NSM, l'Association française des hémophiles et la filière Mémo, pour que ce guide respecte un certain nombre de consignes, comment conserver l'Octostime, comment préparer la solution, comment injecter la solution, comment éliminer les déchets, et que contient la boîte d'Octostime, puisque ce sont des ampoules injectables. Donc juste un petit mot dans les actualités pour vous parler de cette étude Wishcall, qui est une étude de qualité de vie. C'est important d'en parler parce que l'étude est maintenant terminée. Nous allons pouvoir arriver à l'exploitation finale des résultats. Donc, juste pour vous rappeler, il s'agit d'une étude observationnelle, non interventionnelle, qui était descriptive, pour essayer d'évaluer comme objectif principal la qualité de vie des patients porteurs d'une maladie de Willebrand. Diapositive suivante. Nous avions prévu, alors en objectif principal, c'est analyser la qualité de vie. En objectif secondaire, analyser l'impact de la maladie de Willebrand et ses complications dans un certain nombre de groupes de patients. Et vous verrez quand on aura les résultats, parce que je vais vous montrer quelques résultats, mais très rapidement, qui sont les résultats de l'analyse intermédiaire de 2018. À l'époque, on arrivait à avoir la photo de début de surveillance et de l'étude, mais tous les patients n'étaient pas encore sortis de l'étude, l'étude n'était pas encore terminée pour tout le monde. Mais on a pu communiquer à plusieurs reprises, et en particulier sur la problématique des hémorragies chez les femmes en âge de procréer, l'impact des hémorragies digestives chez un certain nombre de patients, quelle était l'incidence des atteintes articulaires selon les variants de maladie de Willebrand. Et ensuite aussi, un des objectifs secondaires, c'était d'essayer de recenser, d'identifier les pratiques thérapeutiques dans la maladie de Willebrand, et en particulier la place de la prophylaxie. Diapositive suivante. Donc, 355 patients ont été inclus, mais les résultats ne porteront que sur 350 patients. Et vous voyez, ce qui est important et qui illustre bien les problèmes de la maladie de Willebrand, c'est que sur ces 350 patients, il y a 205 patients de sexe féminin. Donc, il y a une majorité de femmes.
Et un autre élément qui nous a beaucoup surpris, enfin qui nous a surpris, auquel on n'avait pas forcément pensé au départ, et qui est très important, c'est que nous avons une très grosse cohorte dans cette étude, il y a une très grosse cohorte de patients qui ont des variants de maladie de Villebrand, 254 patients sur 350. Et ce qui est très intéressant parce que ça montre bien l'impact de la maladie de Villebrand dans ces variants de maladie de Villebrand. Donc cette deuxième analyse intermédiaire, elle a été faite en avril, c'est sur une analyse du mois d'avril 2018, diapositive suivante. Et donc, juste pour vous redonner un peu une idée de la population des patients qui ont été inclus, il y a une majorité d'adultes puisqu'il y a plus de 230 patients qui ont plus de 18 ans. Il y a une majorité de patients qui sont en traitement à la demande. Et enfin, si on étudie la répartition des patients, vous voyez ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il y a une majorité de patients de phénotype 2. Donc, le phénotype hémorragique reste le principal critère péjoratif qui atteint la qualité de vie des patients. On a un biais dans ce recrutement des patients, c'est que par rapport à l'objectif principal, comme c'est une étude observationnelle, on voulait essayer de comparer s'il y avait une évolution entre le temps T0 de l'inclusion et 24 mois plus tard. Mais en fait, comme on ne voulait pas reconvoquer les patients, il y a des patients qui ont été revus à 36 mois, en fait parce que vraiment la symptomatologie de la maladie de Villebrand est vraiment très hétérogène selon les patients et selon le sexe. Ça nous a permis, cette étude a permis de communiquer de nombreuses fois dans des congrès et avec des focus, des sujets bien particuliers comme la population des femmes, les hémorragies digestives et la place de la prophylaxie et qui sont ces patients qui ont une maladie de Villebrand de type 2, diapositive suivante. Donc je remercie bien sûr tous les centres qui ont participé à cette étude et surtout merci aux patients parce que remplir le cahier qu'on vous remettait au début de l'étude, c'était vraiment long et pas toujours facile. Diapositive suivante. Alors, autre élément d'actualité, eh bien, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, je ne vais pas insister parce que, en fait, Charline en a beaucoup parlé en parlant des ateliers d'éducation thérapeutique, des ateliers collectifs, et simplement, je veux vous faire part d'une nouvelle importante d'actualisation encore. C'est la constitution à l'heure actuelle, suite à la réponse à un appel à projet de la DGOS sur 2019 pour des projets d'éducation thérapeutique. Eh bien, nous sommes en train de réaliser un programme de e-learning sur l'ensemble de la maladie de Villebrand. C'est un projet de Nicolas Guérin, Johan Repessé, Marc Jourdain, notre patient ressource, et moi-même à Caen, mais bien sûr avec le centre de référence maladie de Villebrand, puisque nous sommes site constitutif du CRMW et avec l'aide très efficace de Sophie Aïsseguer d'EduSanté. Heureusement qu'on a Sophie en matière d'éducation thérapeutique ainsi que Thomas Sagnier. Diapositive suivante. Et donc, je terminerai là-dessus pour finir finalement pour un clin d'œil à Charline et la remercier encore pour ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose de très important et n'hésitez pas à les contacter. C'est la commission femmes et la commission maladie de Villebrand qui travaillent beaucoup ensemble et qui permettent d'apporter beaucoup d'informations aux patientes atteintes de maladie de Villebrand. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup, docteur. C'est toujours très intéressant parce que j'apprends toujours tellement de choses. Je suis contente qu'on peut re-regarder ça demain. Toujours beaucoup d'informations, donc je vous remercie. Maintenant, on va écouter Peter Lenting, la présentation des recherches en cours pour les Villebrand. Bonjour tout le monde. Je vais commencer à... Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité pour participer à cette session. Ça me fait beaucoup de plaisir. Je veux aussi d'abord m'excuser pour mon expression en français. C'est pas ma langue maternelle, je fais des erreurs pas mal. J'espère que mes diapos sont plus clairs que moi-même. Qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est un peu de maladie de Villebrand en route vers le futur. Ça fait peut-être, pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je ne suis pas médecin, je suis chercheur à INSERM. Je travaille dans la hémophilie et la maladie Villebrand pendant les dernières 30 années
sur tout qui est biochimie et physiologie de cette protéine qui sont impliquées dans cette maladie. Alors, d'être chercheur me permet en fait d'être en contact avec beaucoup de acteurs qui sont importants dans cette métier. Hein. C'est pas seulement avec les médecins, mais aussi avec toutes les entreprises pharmaceutiques, avec des sociétés savantes comme le ISTH, le GFHT, avec des autorités de régulation. Moi, j'étais partie de l'Organisation mondiale de la santé pendant quelques années. Et qui est aussi important, on est aussi en contact avec les associations de patients. Hein. Par exemple, pour moi, quand je parle de moi, c'est pas seulement le AFH. Par exemple, je suis aussi membre du conseil scientifique d'un groupe de patients maladies sévères en États-Unis. C'est un groupe qui est le FWD Connect, qui aussi, cette week-end, a une réunion virtuelle avec les patients. Les interactions avec les patients, c'est important pour nous, hein, et c'est pour ça qu'on organise, pas cette année, mais les dernières 5 années, on a organisé des rencontres patients-chercheurs dans notre labo. On nous montre c'est quoi un peu notre métier, on montre ce qui se passe dans le labo, mais qui est aussi une partie très importante pour nous, c'est qu'on met pas mal de temps pour interagir avec les patients en discussion. J'ai mis quelques photos ici à côté. Et c'est aussi pour nous à apprendre c'est quoi la vie d'un patient avec l'hémophilie ou la maladie Willebrand, c'est quoi les besoins qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous comme chercheurs. C'est une partie importante dans une journée comme ça, et ça nous a appris beaucoup de choses. À l'autre côté, on parlait aussi avec eux tout qui est en développement de type de traitement. Et en faisant ça, en fait, on se un peu rend compte qu'il y a pas mal de différences entre tous les traitements qui sont développés pour l'hémophilie A et pour la maladie Willebrand. J'ai mis un peu côte à côte l'histoire de traitement de deux maladies côte à côte. Tout a commencé avec le cryoprécipité qui sont développés dans les années 60. Après, dans les années 70, il y avait de concentrés pureté intermédiaire et le développement de desmopressine. Et en fait, à partir des années 80, il y a un peu une divergence entre ce qui est passé pour l'hémophilie et la maladie Willebrand. Pour l'hémophilie, il y avait de concentrés qui étaient beaucoup plus purs. Il y avait des concentrés recombinants déjà dans les années 90. Depuis quelques années, il y a des variants avec une demi-vie allongée. Et plus récemment, il y a aussi des produits non remplacements, comme l'Hemlibra, quand on parlait Dr Borel. Il y a aussi la thérapie génique qui est assez avancée. Et si on fait cette comparaison avec la maladie Willebrand, en fait, le premier concentré qui est trop purifié, le Vilfactin, qui est sorti environ 20 ans après le concentré purifié pour l'hémophilie. Et le concentré recombinant, qui est disponible depuis 5 ans, 305 ans, là aussi, c'est presque 20 ans après le concentré recombinant pour l'hémophilie. Il y a bien une divergence entre ce qui est passé pour l'hémophilie et la maladie Willebrand. Et quand on discute ça avec le patient, c'est pas, ça arrive de temps en temps que le patient avec la maladie Willebrand nous dit, nous nous sentons un peu oubliés dans cet développement de nouveaux types de traitements. Et en fait, ils sont en raison. Hein. Et pourquoi il y a moins d'innovation pour la maladie de Willebrand, hein? On a essayé de réfléchir à ça. Et ici, dans cette diapo, j'ai essayé d'un peu de mis en avant quelques raisons qui sont assez fréquentes dans notre interaction avec le clinicien, le pharmaceutique et tout ça. D'abord que la maladie Willebrand est souvent considérée un peu moins grave d'hémophilie.
c'est surtout quand on discute ça avec les cliniciens qui viennent du Canada et des États-Unis. Il y a même des leaders comment dire, opinion leaders, ceux qui sont très importants dans notre société savante, qui dit que l'arsenal thérapeutique disponible pour la prise en charge des patients Willebrand est satisfaisant, il n'y a pas raison de développer de nouvelles choses. Si on parle avec l'industrie et les investisseurs qui disent souvent c'est difficile de développer un produit pour la maladie de Willebrand qui va rapporter suffisamment de bénéfices, est-ce que c'est la peine d'investir tel de l'argent pour avoir un nouveau médicament? Pas tout le monde est convaincu de ça. Et quand je parle de moi-même, d'un point de vue biochimique, la molécule de facteur Willebrand, il est beaucoup plus complexe que celle du facteur VIII. Ça, c'est aussi une chose qui joue. Hein. D'abord, après, on peut aussi demander des questions. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour des traitements innovants? Et là, nous, notre groupe, on pense que oui, pour des raisons différentes. Et là aussi, j'ai essayé de mettre quelques phrases clés dans cette optique. Par exemple, les études montrent une réduction significative et consistante de qualité de vie, de côté physique et mental, chez les patients avec la maladie Willebrand. Et en fait, ça n'a pas changé pendant les dernières 20 années. Quand on regarde les études qui sont faites au début des années 2000 et beaucoup plus récentes, ça reste assez stable. Et puis, moi aussi, je suis très curieuse que va donner l'étude que Dr. Burrell a parlé dans son présentation. Après, si on parle avec les patients même, là aussi, on apprend que parfois les patients, ils sont pas très sûrs de leur maladie et comment gérer ça. Et une phrase qui m'a toujours marqué, c'est quelqu'un qui me dit, moi j'ai parfois peur d'avoir un saignement de nez quand on va sortir pour aller au restaurant, au cinéma. Parfois, je préfère de rester à la maison pour éviter que ça va donner des problèmes quand je suis sorti. Ça m'a beaucoup marqué cette phrase. Et une autre chose qui est importante, hein, pas surtout en France, mais dans beaucoup d'autres pays, hein, que la maladie de Willebrand a surtout un impact chez les femmes qui ne se sentent pas toujours bien comprises par les médecins hommes, surtout quand on doit parler de règles, de choses comme ça. Oui, il existe des traitements qui sont efficaces pour la maladie de Willebrand, mais pour nous, là, on est convaincus dans notre groupe de recherche que ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'améliorer ce type de traitement. Parce que on a fait de bons traitements pour l'hémophilie, et là aussi, on n'a pas arrêté de chercher de meilleures approches thérapeutiques. Pour nous, le but doit être atteindre une meilleure efficacité dans le traitement pour la maladie de Willebrand, améliorer la qualité de vie, surtout chez les femmes, et peut-être un moment, on peut guérir la maladie qu'on est en train d'essayer de guérir l'hémophilie. Mais comme j'ai dit, la molécule de facteur Willebrand est une molécule assez compliquée, complexe du point de vue biochimique. Et comme Dr. Burrell aussi a dit, la maladie Willebrand, c'est aussi très hétérogène. Et là aussi, j'ai un peu mis la différence entre les types de maladies Willebrand différents. Le type 1, là, on sait que le facteur Willebrand est fonctionnel, mais il n'y a pas suffisamment. Ça veut dire que si on compare avec une fer qui est plein de l'eau, dans le type 1, il y a moins de moitié de l'eau dans ce type de fer. Dans le type 3, là, il n'y a pas du tout de facteur Willebrand, sur le fer est complètement vide. Le type 2A, ça veut dire que le facteur Willebrand, que vous savez probablement, c'est une molécule qui est multiméricée. C'est un grand scotch très très long. Là, le scotch est juste trop petit, il ne peut pas se coller à toutes les choses qu'il veut coller. Le type 2B, c'est encore autre chose, où le facteur Willebrand colle trop sur la plaquette et il colle tellement fort que la plaquette ne peut plus fonctionner. Ça donne aussi un profil hémorragique. Après, il y a le type 2M,
où le facteur Villebrand ne peut pas se coller à plaquettes du tout. Il ne peut pas reconnaître les plaquettes, ça ne marche pas. Et enfin, on a le type 2N, où le facteur Villebrand ne peut pas protéger le facteur 8. Il n'y a pas une faute avec le facteur Villebrand, mais en fait, c'est un variant de hémophile où il n'y a pas suffisamment de facteur 8. Voilà. Vu ce type de hétérogénéité, peut-être faut-il chercher des solutions qui sont un peu plus submersures, adaptées à des besoins de chaque type de maladie de Villebrand. Une approche qui est plus pour le type 1, une autre approche qui est plus pour le type 2A et une autre qui est plus adaptée pour le type 2N. Comment on va plus chercher une approche d'une taille unique. Dans notre labo, en fait, on essayait de faire ce type de choses et dans mon présentation, je peux vous donner 3 exemples. C'est pas tout ce qu'on fait, mais j'ai juste pas plus de temps de montrer autre chose. On a au moins 3-4 autres choses qu'on est en train de tester et de chercher dans notre labo, mais je voulais parler de ces 3. On peut parler d'une approche génétique, par exemple dans une thérapie génique, et l'autre c'est d'approche protéique. On va essayer de protéines simples pour traiter la maladie Villebrand. On va commencer avec l'anticorps monospécifique. Ce qu'on essayait d'empêcher la dégradation de facteur Villebrand. Le facteur Villebrand, c'est une protéine multimérique et cette taille est régulée par un protéase qu'on dit que c'est ADAMTS13. Normalement, si on a le multimère qui sont assez variables, ça c'est le multimère le plus petit, ça c'est le multimère le plus long en haut. Si on a une activité d'AMTS13 qui est trop puissante, et ça arrive dans certains types de maladies de type 2A, cette protéase est trop puissante, elle est trop efficace, et en fait, on va perdre de haut poids moléculaire de multimère. Et ça donne un profil hémorragique. Une chose qu'on peut faire, ce qu'on a fait dans notre labo, on a en fait développé un anticorps qui est capable de bloquer cette dégradation de facteur Villebrand. Ça marche très bien dans tous les essais, ce qu'on fait dans notre labo, on voit une dégradation de facteur Villebrand dans le mutant de type 2A, et dès qu'on ajoute cet anticorps, on va empêcher ce type de dégradation. Ce type d'approche, il est le plus avancé dans notre labo, on est assez loin, et cet anticorps, c'est l'anticorps 508. Ne me demande pas pourquoi on a dit 508, mais c'est comme ça. L'anticorps 508, c'est une approche qui peut être utile dans le traitement de certains types de 2A. Et ça peut être congénitaux, mais aussi dans certains cas de acquis. Par exemple, ceux qui ont une sténose arctique très sévère ou qui est très actuelle à ce moment, c'est les gens qui sont dans l'hôpital avec qui ont besoin de soins intensifs avec une pompe qui va remplacer leur cœur et poumons. Pour le développement d'anticorps 508, on est déjà dans un développement préclinique. Ça veut dire qu'on a humanisé cet anticorps. On peut le commencer à injecter dans les patients, en fait. Et on est en train de faire le dernier test laboratoire et animaux pour être sûr que l'anticorps est bien. Il ne donne pas des effets secondaires qu'on n'entend pas. Et un premier essai clinique, il est prévu pour 2022-2023. Et le but, ce qu'on a avec cette molécule, c'est de développer un traitement sous-cutané. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de faire des infusions intraveineuses une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. C'est pas pour toutes les maladies Villebrand, c'est seulement pour certains types de 2A où ce type de traitement peut
peut marcher. Une autre approche, c'est des mini-anticorps de LAMA bispécifiques. C'est encore plus très différent. Pour ça que ce qui est important ici, c'est que si on fait le symphusion avec le facteur Willebrand, on sait que son demi-vie est relativement court, environ 15 heures. Ça veut dire que s'il y a un patient avec un type 3 CFR qui est en prophylaxe, ça veut dire que 2-3 fois par semaine, cet patient doit infuser le facteur Willebrand pour avoir un taux de facteur Willebrand qui peut protéger contre le saignement. Par rapport à autres protéines qu'on peut trouver dans le plasma, par exemple l'albumine, le demi-vie de facteur Willebrand est vraiment court parce que 15 heures pour le facteur Willebrand, et si on regarde albumine, là c'est une demi-vie qui est environ 3 semaines. C'est beaucoup plus long. L'idée, ce qu'on a avec ça, c'est si on va faire un pont entre l'albumine et le facteur Willebrand, on peut peut-être prolonger le demi-vie de ce type de facteur Willebrand. Et ça peut être intéressant pour ceux qui ont un fer qui est demi-fide. C'est la maladie de type 1. Là où la protéine est bien fonctionnelle, il n'y a pas suffisamment. Si on va faire cette pont avec une autre molécule, on peut augmenter le taux de facteur Willebrand dans ce type de patient. Peut-être c'est suffisamment amélioré qu'il n'y a plus de saignement. Alors, comment on va faire ça? Pour ça, on a développé des anticorps de LAMA. C'est des mini-anticorps, ils sont environ 10 fois plus petits qu'un anticorps classique. Et si on fait 2 anticorps différents ensemble, on a un anticorps qui reconnaît l'albumine et un deuxième anticorps qui reconnaît le facteur Willebrand. Avec ça, on fait faire un pont entre l'albumine et le facteur Willebrand. Est-ce que ça peut marcher? Pour ça, on a déjà fait des tests dans le souris, ce qu'on a dans notre labo. On a pris une souris qui a le facteur Willebrand normal, 100%. On a injecté cet anticorps bispécifique sous-cutané dans la souris. Et après, on a regardé pendant 1 semaine ce qui se passe avec le taux de facteur Willebrand dans ce type de souris. Ce que vous pouvez voir dans cette graphe ici, si on injecte un anticorps contrôle, il ne se passe rien avec le taux de facteur Willebrand, c'est ce qu'on attend parce qu'il ne se passe rien. Si on injecte cet anticorps bispécifique qui reconnaît l'albumine et le facteur Willebrand, ce qu'on voit, c'est en fait, il y a un taux augmenté qui est 6 fois plus haut que le contrôle. On peut augmenter le taux de facteur Willebrand 6 fois avec cette approche, et cet effet, c'est constant pendant 1 semaine. Et ça veut dire que ça, c'est dans une souris, ou encore le demi-vie de facteur Willebrand, c'est environ 5 fois plus court que dans les humaines. Peut-être avec cette approche, on peut vraiment augmenter le taux de facteur Willebrand dans ce type de patient pour une période qui est beaucoup plus longue, ce qu'on voit maintenant, par exemple, si on utilise le desmopressin. Voilà. Cette approche, il peut être utile dans le traitement de type 1 CFR, ou peut-être moins CFR aussi, et ça peut être une alternative de longue durée par rapport à la desmopressin. Ce qui est important, c'est les expériences qu'on est en train de faire sont à un stade préliminaire, même si les résultats qu'on a déjà sont assez prometteurs, mais il y a encore beaucoup d'étapes d'optimisation nécessaires afin de passer à l'étape clinique. Et avec cette approche, ce qu'on veut essayer, c'est de développer encore un traitement sous-cutané, 1 fois par semaine, voire 1 fois tous les 2 semaines, pour que dans les patients avec le type 1, le taux de facteur Willebrand va être suffisamment élevé qu'il n'y a plus de saignement spontané dans ce type de patient. Maintenant, je vais discuter la dernière approche, l'approche génique et surtout sur la thérapie génique, parce que on voit bien avec l'hémophilie, il y a eu beaucoup d'avancements
les dernières 5 années avec l'approche thérapie génique et je reçois fréquemment des questions, est-ce qu'on ne peut pas faire une thérapie génique pour la maladie Willebrand? Je veux bien, mais c'est pas simple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons principales. D'abord, le gène du facteur Willebrand, il est très grand. Et si on regarde tous les virus qui sont maintenant utilisés, le plus utilisés en thérapie génique, c'est des virus de Adeno-Associated Virus, le AAV. En fait, le gène de facteur Willebrand, il ne passe pas dans cette virus, il est juste trop grand. Et une autre chose qui est importante, que pour les thérapies géniques d'hémophilie, on va exprimer le facteur 8 dans le foie et dans autres cellules que normales. Maintenant, avec les thérapies géniques, il est produit dans les cellules qu'on dit c'est les hépatocytes. Le facteur Willebrand, normalement, il n'est pas produit dans les hépatocytes, mais dans les cellules endothéliales. Et ça, c'est des cellules qui font une tapis dans tous les faisceaux. Et on a essayé d'exprimer le facteur Willebrand dans les hépatocytes. Ça marche, mais pas très bien, en fait. Le facteur Willebrand, il n'arrive pas à se multimériser suffisamment pour être efficace pour arrêter le saignement. Pour avoir un facteur Willebrand qui marche bien, c'est obligatoire de fixer les cellules endothéliales. Le problème, c'est que ce type de cellules, ils sont assez difficiles à atteindre par les virus. Voilà. Avec ces 2 types de difficultés en tête, on a commencé à travailler dans notre labo en collaboration avec les gens qui travaillent à Généton, qui sont des spécialistes de thérapie génique. Et là, on a réussi d'avoir un premier très petit succès. On a essayé une approche un peu différente. Sur ce qu'on a fait, on a dit, OK, si le gène de facteur Willebrand ne passe pas dans une virus, qu'est-ce qui se passe? On a développé une technique pour couper le gène en 2, pour mettre dans 2 virus différents. Et avec ça, on peut essayer d'infecter une cellule avec les 2 virus. Et après, dans la cellule, le gène de facteur Willebrand va se coller dans une gène et ça peut produire une protéine qui est le facteur Willebrand intact. Et pour mieux fixer les cellules endothéliales, on a ajouté un petit encre sur le virus pour mieux se lier à la cellule endothéliale. On a essayé de tester ça dans notre souris qui a aussi la maladie Willebrand, le type 3. On a des souris qui sont comme des patients qui n'ont aucune facteur Willebrand. On a donné cette virus dans les souris et je ne peux pas dire par un miracle, mais presque, on a en fait réussi de produire le facteur Willebrand qui est produit par la cellule endothéliale dans ce type de souris. Et c'est indiqué dans cette graphe ici. Si on a un virus contrôle, il n'y a aucune production. Après, si on a le 2 virus avec le facteur Willebrand, en fait, on arrive à produire le facteur Willebrand. Le problème, ce qu'on a à ce jour-là, c'est que le taux de production, il est assez bas. On a entre 1 et 2% de facteur Willebrand, que normalement, ça doit être 100%. À ce moment, on arrive à produire le facteur Willebrand, mais d'un point de vue clinique, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ça? Voilà. D'abord, une approche thérapie génique, ça peut être utile dans le traitement de plusieurs types de maladies Willebrand, mais là aussi, il faut faire attention, ce n'est pas pour tous les types de facteurs Willebrand. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez un type, ce qu'on a avec un mutant qui est dominant négatif, dans chaque cellule, il y a 2 copies du gène de facteur Willebrand. Et souvent, il y a une des copies qui a une mutation et qui est dominant. Pourquoi? Parce que les protéines qui sont produites par tous les 2 de copies, ils vont être assemblés dans le multimère de facteur Willebrand.
S'il y a un mutant qui est dominant, ça veut dire que même s'il y a la moitié de cette mutant dans le multimère, tout le multimère ne marche pas. Si on veut faire une thérapie génique et on va mettre le gène, un nouveau gène qui marche bien et qui va être exprimé en même temps qu'un mutant qui est dominant négatif, même si on a une gène de plus qui est bon, le multimère ne marche pas. Il faut vraiment faire attention que la thérapie génique peut être seulement pour une partie des patients, mais pas pour tout. Après, il faut aussi dire que le taux d'expression, ce qu'on a actuellement réussi d'avoir dans les souris, c'est encore très loin d'être suffisant pour corriger le saignement, même dans les souris. Comment on peut avancer ça? Comme avec le protéine, peut-être on peut développer une thérapie génique qui est spécifique pour un type de maladie de Willebrand. Et un exemple, par exemple, c'est le type 2N, là où il y a un problème que le facteur Willebrand marche bien, mais il ne peut plus se lier à le facteur 8. Mais ce qu'on peut faire là, en fait, c'est d'exprimer, même dans le foie, un fragment de facteur Willebrand qui se lie à le facteur 8. On sait exactement comment le faire. Et en fait, ce type d'approche dans les souris, ça marche super bien. On peut corriger le taux de facteur 8 qui est diminué si on exprime ce fragment de facteur Willebrand, et ça n'intervient pas avec la fonction de facteur Willebrand qui ne peut pas le lier à le facteur 8. Voilà. Ça c'est un exemple. Et une autre chose que sont en train de faire, mais qui est assez compliqué, c'est d'inventer un plus petit variant de facteur Willebrand qui garde toutes ses fonctions. Avec ça, on peut essayer de mieux multimériser le facteur Willebrand dans les hépatocytes et aussi essayer de mettre cette mini facteur Willebrand dans le virus. Voilà. Ça, c'est 3 exemples ce qu'on travaille dans notre labo qui sont qui fissent pas un traitement pour tous les patients de facteur Willebrand, de maladie Willebrand, mais on va essayer d'attaquer un type par autre. Je pense qu'il y a plusieurs traitements innovants en développement, mais ils sont encore à un stade de recherche. Mais pour avancer ce type de développement, il faut que tous les acteurs impliqués soient prêts à faire cette avancée de innovation. Pour nous, c'est simple, on travaille dans notre labo, on peut inventer de nouveaux traitements. Et après, il y a aussi besoin les cliniciens, le pharma et aussi des patients qui sont prêts à pousser ce type de traitement plus avant, plus dans le futur qu'il y a vraiment. Ça veut dire que tout le monde doit être convaincu qu'il y a un besoin pour le nouveau type de traitement. On pense que le futur de la prise en charge de la maladie Willebrand, c'est un peu à ce moment un tournant. Soit on va rester comme il est, il y a soit peu de choses qui font bouger, c'est un peu qui est depuis les dernières 30 années, il n'y a pas beaucoup de changements dans la prise en charge de la maladie Willebrand. Soit tout le monde est vraiment convaincu qu'on peut et qu'on doit faire mieux. Et avec ça, il faut mobiliser toutes les énergies pour faire avancer des innovations de la recherche vers la clinique. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Peter. On a beaucoup de questions qui arrivent actuellement après la présentation. Donc, nous allons tout de suite commencer les questions-réponses. Donc, je vais commencer à sélectionner parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc pour commencer peut-être, c'est une question pour Peter. Peut-on envisager de coupler une injection de facteur Willebrand avec une anticorps du LAMA pour rallonger la demi-vie de facteur injecté? Je pose cette question pour le type 2 qui ont un facteur de Willebrand non fonctionnel. En fait, dans le développement, ce qu'on a fait avec cet anticorps bispécifique qui lie entre l'albumine et le facteur Willebrand, on a aussi fait un test où on a pré-incubé le facteur Willebrand avec cet anticorps, on a injecté ça dans la souris, on a vu que le demi-vie est prolongé environ 7 fois. Oui, c'est possible,
Mais d'un point de vue traitement, c'est pas simple non plus parce que ça veut dire qu'il faut donner à la patient deux ampoules, une avec le facteur Villebrand, une autre avec l'anticorps. Il faut le mixer dans le bon ratio. Techniquement, c'est possible, mais pour développer quelque chose comme ça pour le clinique, c'est pas simple et ça va prendre pas mal de années. D'accord. Question suivante. Comme pour les hémophilies, peut-on espérer traiter la maladie de Willebrand en réduisant l'activité de protéines anticoagulantes? Non, ça marche pas. Ça peut peut-être marcher pour quelques patients avec le type de N où il y a vraiment le fait de mutation, c'est un effet sur le facteur. Et pour le facteur Villebrand, non, ça peut pas marcher. Non. Zut alors. Ouais. Notre question. Peut-il exister des personnes qui sont diagnostiquées hémophiles alors qu'elles sont peut-être Willebrand type 3? Peut-être Annie Derlon. Oui, bien sûr, ça serait possible. Hein. Il y a des patients qui ont été certainement diagnostiqués trop rapidement d'hémophilie sévère parce qu'ils avaient moins de 1% de facteur 8 en circulation et en fait, c'était lié à un déficit en facteur Villebrand. Donc ça, c'est possible. Je pense que c'est quand même beaucoup plus rare maintenant, mais c'est vrai que moi, j'ai vu ça dans beaucoup de pays en voie de développement. Où il y avait une forte consanguinité, où les patients dosaient juste le facteur 8 quand on peut le doser, et donc on concluait qu'ils étaient hémophiles sévères alors qu'ils avaient une maladie de Villebrand. Les formes sévères de maladie de Villebrand de type 3 sont beaucoup plus fréquentes dans ces pays-là que chez nous. Ça peut arriver, mais j'espère que ça n'arrivera plus. Ok, notre question. Bonjour, actuellement en France, quand le facteur Willebrand recombinant sera disponible pour tous les patients? Pour le moment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est disponible pour tous les patients adultes. L'étude pédiatrique, elle est encore en cours, mais on peut inclure des patients. Le recombinant, il est disponible pour toutes les indications, sauf la prophylaxie pour le moment, puisque l'étude est en cours de demande d'AMM, mais c'est une indication qui arrive maintenant. Mais sinon, tout le monde a accès au facteur Villebrand recombinant, oui, à l'âge adulte. Faut juste, pour les enfants, il faut attendre que l'étude pédiatrique soit terminée. Concernant les médicaments contribuant à la prévention de saignement, je pense par exemple pour Hexacil. Voilà, celui-là. Est-ce qu'il existe des nouvelles notables? Pour l'hexacil, non, disons que son activité et son efficacité est reconnue et c'est ce qu'on appelle les traitements adjuvants en fait. Mais non, rien n'a changé. En tout cas, on sait que c'est un médicament qui peut être efficace dans les segments muqueux, en particulier sur les récidives d'épistaxis, par exemple. Ok, j'ai une question. Bonjour, j'ai 42 ans et je suis atteinte de Willebrand type 2 et de thalassémie et de problèmes cardiovasculaires. Je voulais savoir si vous connaissez d'autres cas similaires. Moi, personnellement, non. Mais ça existe peut-être. Ça, c'est en fait sont des maladies qui sont différentes. Enfin, la thalassémie et la maladie de Willebrand de type 2 sont des maladies qui sont très différentes l'une de l'autre, mais qui sont mais oui, le hasard fait qu'on peut avoir les deux maladies. Mais ça, je ne sais pas s'il y a des cas similaires. Il y a tellement de questions là. Peut-on proposer un traitement comme Hemlibra aux personnes atteintes de Willebrand type 3 avec inhibiteur? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Il y a une étude, en fait, les Japonais ont commencé, il y a déjà à peu près 2 ans, ils avaient communiqué là-dessus à la Fédération mondiale à Glasgow, au congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Ils commençaient à essayer de le prescrire dans le Willebrand sévère, le Hemlibra. Et à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de patients en Europe, et je crois que les États-Unis aussi, mais au moins en Europe, mais ce sont des patients ayant une maladie de Willebrand type 3 qui se sont immunisés contre le facteur Villebrand, qui ont un anticorps anti-facteur Villebrand.
Et chez ces patients-là, on peut imaginer prescrire l'Hemlibra. Chez les patients qui n'ont pas les vibrants type 3 qui n'ont pas d'inhibiteur, ça sera sans doute essayé. Je vous dis, je pense que les Japonais avaient commencé, mais je n'ai pas vu passer de résultats pour le moment sur des études cliniques plus extensives. Merci. On peut l'imaginer. Hein, Enfin, il y aura quand même... Le risque sera peut-être un risque thrombotique parce que le facteur vibrant le facteur 8 étant présent, ça va renforcer le potentiel procoagulant. Mais là, c'est ça qui va être peut-être un peu plus compliqué. Ça, c'est une question pour maintenant. Est-ce que la mise en lumière du rôle de facteur Willy Brandt dans les formes graves de la COVID-19 peut booster la recherche pour le traitement de la maladie de Willy Brandt? Peut-être. et là, je pense à l'anticorps monospécifique qui j'ai discuté, parce que il y a des patients qui, avec le Covid, qui sont dans le soin intensif, mais vraiment le plus grave, qui ont besoin qui ne peuvent plus respirer. Ils sont, comme on dit, une aide pour respirer. C'est qu'on dit, c'est le ECMO, c'est Extracorporeal Membrane Oxygenation. Et pour faire ça, il faut que leur sang est circulé avec une pompe. Et dans la pompe, le facteur de Brandt, il est dégradé, comme dans le type 2A. Et avec notre anticorps, en fait, on peut bloquer ce type de dégradation. Et si on peut avancer ça pour le patient dans le soin intensif avec cet anticorps peut après aussi utiliser pour les patients congénitaux avec le type 2A, certaines. D'accord, ok. Les épistases sont très fréquents. Quels sont les retours sur les bénéfices des opérations de embolisation et stéroplastie? Alors ça, c'est très variable d'un patient à l'autre. Il y a des patients chez lesquels c'est très efficace et d'autres chez lesquels ça l'est beaucoup moins. En fait, il y a des médecins, des spécialistes ORL qui ont essayé de mettre en place des techniques qui se font sous anesthésie générale, qui sont un peu plus lourdes que les cautérisations habituelles et qui comprennent effectivement une embolisation. Il y a des patients qui après n'ont plus d'épistaxis pendant plusieurs années et puis d'autres chez lesquels ça marche quand même un petit peu moins. C'est très difficile. Il est difficile de prédire l'efficacité selon les patients. Mais c'est vrai que c'est une efficacité certainement supérieure aux cautérisations in situ qu'on faisait de façon banale avant. Merci. Question. Comme pour l'hémophilie, peut-on espérer traiter la maladie de Willy Brandt en réduisant l'activité de protéines anticoagulantes? C'est une question que tu m'as déjà posée. Deux fois la même question, c'est bien. Malheureusement. On veut juste une oui, s'il vous plaît. Oui, que c'est possible. Je vais reposer les questions jusqu'à ce que vous nous donnez une oui. Pourquoi les facteurs 8 aussi est produit par les cellules endothéliales. Voilà. Aujourd'hui, dans les essais cliniques en thérapie génique, on le fait produit par le HEPA. Voilà. Pourquoi cela n'est pas possible avec les Willy Brandt? Je pense que vous avez peu couvert ça dans la question. Je peux répondre à ça. Si on regarde comment le protéine facteur 8 et le protéine facteur Willy Brandt est synthétisé dans une cellule, c'est assez simple pour le facteur 8 parce que c'est juste une protéine qui reste une protéine. Par contre, le facteur Willy Brandt, c'est une protéine où il y a, quand une fois il est produit, il doit se connecter avec une autre molécule de facteur Willy Brandt et encore une autre. C'est ça la multimérisation de facteur Willy Brandt. Et ça, c'est un process qui se fait très efficace dans les cellules endothéliales. Par contre, si on regarde dans les hépatocytes n'a pas le machinerie pour faire cette multimérisation très efficace. Ça veut dire que le facteur Willy Brandt,
il n'est pas bien synthétisé dans l'hépatocyte. Par contre, le facteur 8, ça ne change pas grand-chose quand on les produit dans l'endothélial, la cellule endothéliale ou dans l'hépatocyte. C'est une question de capacité des cellules de bien multimériser une protéine, oui ou non. C'est ça qui fait la différence. OK, merci. Pourquoi, alors qu'il n'y a plus de Willy Brandt facteur dans le type 3 de la maladie de Willy Brandt, on trouve des patients avec le phénotype si différent? Moi, je peux donner une partie des réponses, mais je pense que Annie peut faire des choses. Quand on dit un type 3, en fait, on dit toujours qu'il n'y a pas de facteur Willy Brandt qui reste. Mais en fait, dans quelques patients, il reste un tout petit peu. Et ce tout petit peu peut faire beaucoup de différence à le taux de facteur 8 qui reste dans ce type de patient. C'est pour ça qu'il y a un phénotype assez hétérogène entre ce type de patients. Peut-être, Annie, tu peux élaborer un peu plus de ça? Non, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Oui, ça me semble clair. En fait, dès lors qu'il y a des traces de facteur 8, la coagulation elle se normalise pas, mais elle est beaucoup plus efficace. Et donc, s'il y a des traces de facteur Willy Brandt qui stabilisent ce facteur 8, ils rendent actif des traces de facteur 8, et à ce moment-là, on normalise, enfin, on corrige un petit peu. C'est pas une normalisation, on corrige la coagulation plasmatique. Et le patient est moins symptomatique. J'imagine un petit peu comme la différence qu'on a entre un hémophile A sévère qui n'a pas du tout de facteur 8 et un hémophile A modéré qui n'a que 2% de facteur 8. Il sera beaucoup moins symptomatique que l'hémophile sévère. C'est un petit peu la même chose. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière question. Que pensez-vous de l'arrivée des recommandations mondiales sur la maladie de Willy Brandt? Bonne question pour finir. Ouais. Oui. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ce qu'on voit, c'est que l'approche traitement, c'est pas toujours le même dans les pays différents. Et ça aussi, c'est une cause de pourquoi cette hétérogénéité en diagnostic et tout ça. Avec cette recommandation mondiale, on peut peut-être commencer à plus globaliser les choses, que tout va faire la même chose dans les pays différents. Annie? Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, en fait, on a répondu quand ils ont proposé qu'on apporte des corrections en fonction des pays. Et chaque pays pouvait apporter des corrections en fonction de ses habitudes. Et nous, le centre de référence a répondu. En fait, la seule différence fondamentale qu'on avait par rapport à d'autres pays, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes produits. Mais ça se corrige puisque maintenant, on a des concentrés mixtes de facteur 8, ce qui nous permet maintenant de parler le même langage, entre guillemets, de parler le même langage avec d'autres pays, avec des pays étrangers, avec d'autres pays. Donc au contraire, ça va, comme le disait Peter, ça va nous permettre de parler de la même chose, de la même façon. Et un jour, on va trouver vous, Peter, vous allez trouver une solution pour guérir tout. Et toutes vos épaules, votre équipe. Ouais. On compte sur vous. J'espère que je peux encore dormir ce soir. C'est un spécialiste du lama maintenant, donc c'est important pour les anticorps du lama. Bon, merci beaucoup à tous les intervenants. Vous êtes vraiment super. C'est vraiment super de partager le jour avec vous tous. Donc, merci encore. À l'année prochaine et rendez-vous à 16h30 pour la session thérapie génique. Merci beaucoup. Bye. À bientôt. Au revoir.